Bonjour à tous. Lorsqu'on travaille le bois, il y a des fois où tout va comme sur des roulettes. On fait de beaux copeaux, tout ça semble nickel, mais le week-end suivant, ça force. Le ciseau à bois n'obéit plus correctement et le bois dégauchi n'est plus plat. Alors bien sûr, vous pouvez être tombé sur le morceau qui a été créé spécialement pour vous embêter, vous particulièrement ce jour-là. Mais on peut quand même souvent comprendre plutôt ce qui se passe en étudiant d'un peu plus près ce qu'est un morceau de bois. Je vous propose donc aujourd'hui de voir ensemble ce qu'il y a vraiment là-dedans. Bon, je suis sûr que vous savez déjà que le bois bouge, qu'il y a un sens qui va mieux que l'autre pour raboter, etc. Mais aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi en étudiant plusieurs modèles de représentation du bois. Alors, j'ai ici un morceau de bois et de loin, ça fait un bloc à peu près uniforme. Par contre, lorsqu'on se rapproche, on voit que toutes les faces ne sont pas identiques et on imagine bien que l'intérieur ne forme pas un bloc homogène. Il y a des petits trous à l'extrémité, des grands traits sur le dessus, et comme on a tous entendu parler des fibres du bois, on se représente assez vite ce truc comme un paquet de paille collé entre elles. Bon, pour briller en société, remplacer le mot paille par fibre de cellulose et colle par lignine, ça fait plus savant, même si c'est pas tout à fait juste, puisque la lignine renforce aussi les fibres, et que suivant que l'on a un résineux ou un feuillu, les fibres sont plus ou moins longues. C'est d'ailleurs pour ça que les feuillus sont plus résistants, notamment à la flexion. En ajoutant le fait que la lignine n'est pas une super colle et que les fibres sont bien plus solides que la colle qui les lie, ce modèle est pas mal pour expliquer le fil du bois. On comprend bien que si l'on travaille dans ce sens-là, que l'on appelle en travers fil, le comportement des pailles ou des fibres ne va pas être le même que si on travaille en bois debout. Et si on penche légèrement le paquet et qu'on le coupe de biais, on se rend compte qu'il y a un sens plus doux que l'autre. C'est le sens du fil dans lequel on conseille de travailler, alors qu'à contre-fil, on risque de décoller les pailles l'une de l'autre et de s'en planter une dans la main. Sur un vrai morceau de bois, c'est à vous dégoûter d'utiliser un rabot. La surface est irrégulière et on dit qu'on a de l'arrachement. En fait, ce qui se passe, c'est que dans ce sens-là, le fer relève les fibres, car il faut plus de force pour les couper que pour les décoller l'une de l'autre. Dans l'autre sens, par contre, les fibres sont plaquées les unes sur les autres et la coupe est bien nette. Bon, alors cette histoire de colle moins solide que les fibres, c'est un peu embêtant, mais ça permet aussi de se la péter un peu. Cher assistant. Ça en jette, hein? Bon, alors j'avoue que comme je tiens quand même à sa santé, j'ai pris un bois qui se prêtait à la démonstration. Avec du sapin de 15 mm, on risque franchement pas grand-chose. Par contre, il y a un truc auquel il faut faire attention. Les fibres doivent être orientées dans ce sens-là. Comme la colle qui les lie n'est pas terrible, ça cède facilement en tapant d'un coup sec. Par contre, si les fibres sont dans l'autre sens... On vient de voir ce qui se passe entre les pailles, mais il se passe aussi des choses à l'extrémité. Tout d'abord, c'est par là que le bois va échanger le plus avec le milieu extérieur. L'eau va donc s'évaporer beaucoup plus facilement et plus rapidement par là que par là, et c'est pour ça qu'on va avoir des craquelures aux extrémités des plateaux. Du coup, il faut compter quelques centimètres de marge au délignage, ou encore sceller les morceaux que l'on destine au tournage, tout en laissant quand même le bois respirer. Évidemment, si l'eau s'en va facilement, elle rentre tout aussi facilement et lorsqu'on mouille un morceau de bois, ça va gonfler et relever les fibres et donc donner une surface bien rugueuse alors que vous venez de poncer pendant des heures pour avoir un fini nickel. Alors vous allez me dire que c'est pas souvent que vous mettez de l'eau sur vos morceaux de bois prêts à finir. Ben, c'est pas dit. En effet, de plus en plus de vernis sont en phase aqueuse, ce qui veut dire qu'il y a de l'eau dedans. Le vernis va donc relever les fibres et vous aurez une surface toute râpeuse. Par contre, si vous mettez un peu d'eau tiède avec une éponge humide, il suffit d'attendre que ça sèche pour pouvoir couper les fibres qui ont été relevées en repassant légèrement votre papier de verre. On appelle ça l'égrainage et il vaut mieux le faire à la main et laisser les machines de côté. Après dépoussiérage, le résultat du vernissage a déjà beaucoup plus de chances de vous plaire.
Ensuite, ce modèle de paille explique bien pourquoi on a autant de mal à couper le bois de boue avec un ciseau à bois ou un rabot. Si je me contente d'appuyer sur ma lame droite, les pailles s'écrasent et ça coupe pas très bien. Par contre, si je l'oriente un petit peu comme ceci et que j'ajoute un mouvement de va-et-vient, ça coupe beaucoup mieux. Pour prendre une analogie plus quotidienne, c'est un peu comme quand on coupe du pain. Pour le bois de boue, c'est pareil, il faut pousser le rabot ou le ciseau à bois avec un angle et si nécessaire en ajoutant un mouvement transversal comme ça. Évidemment, un fer bien affûté et qui présente un angle plus faible aide aussi, mais il y a une petite astuce supplémentaire. En mouillant l'extrémité, les fibres vont gonfler, se serrer les unes contre les autres et auront moins tendance à s'écraser. Comme ça, on a toutes les chances de notre côté, mais vous vous rappelez, la colle pas efficace entre les fibres. Mais elle va encore une fois nous embêter, puisqu'en fin de passe, il n'y a plus rien pour soutenir les fibres et on va tout arracher. Sauf si on fait un petit chanfrein en sortie auparavant. Alors, bois de boue, bois de fil, contre-fil, il nous reste encore une quatrième direction à voir, perpendiculaire au fil, où là on sent bien qu'on va séparer les fibres et qu'on risque de les casser. Heureusement, il y a plein de solutions, comme par exemple sur ce rabot, la petite roulette escamotable ici qui va couper les fibres avant que le fer ne les soulève. Par contre, sur une barlope, il n'y a pas de petit trou, et si ça se passe relativement bien en milieu de planche, puisque le fer est légèrement arrondi, c'est pas le cas sur le bord, où on a souvent un bel arrachement. On retrouve en fait le problème que l'on a eu en bois de boue, sauf qu'on ne peut pas forcément usiner un petit chanfrein, et il faut s'arrêter alors au milieu, retourner la planche, et usiner depuis l'autre côté. Il y a des cas où il faut être plus créatif que ça, comme par exemple quand on fait une rainure à la défonceuse, on va prévoir un martière qui va soutenir les fibres en sortie. C'est une solution hyper classique que l'on va retrouver sur le pare-éclat que l'on installe pour faire des tenons à la toupie ou pour le martière que je ferais bien d'installer définitivement sur ma scie à onglets pour réduire les petits éclats. Bon, alors 4 directions pour les fibres, facile, sauf qu'on peut rencontrer ces 4 directions sur une même face. Il faut donc améliorer un peu notre modèle et intégrer le fait que les pailles ne sont pas toujours droites et qu'elles ne courent pas forcément sur toute la hauteur du tronc. Il y a des nœuds, des irrégularités et le tronc est plus large à la base qu'en haut. Et en plus, dans les excroissances qu'on appelle loupes ou ronces, c'est carrément plus des pailles, mais un tas de spaghettis bien emmêlés qu'il faut imaginer pour se représenter un peu ce qui se passe. Alors sans aller jusque-là, un morceau dont les fibres sont organisées comme ça présente déjà 3 directions différentes. Bois de fil, bois de boue, puis contre-fil. À la raboteuse ou à la dégoût, on ne peut pas faire grand-chose et il faut s'attendre à avoir peut-être un peu d'arrachement de ce côté-là et sans doute un peu plus au milieu. Ça me fait penser qu'il ne faut jamais essayer de dégauchir du bois de boue comme ça. Encore une fois, les fibres sont plus dures à couper qu'à séparer et ça va être un massacre spécialement en sortie. Alors pour ce morceau-là, il va falloir des fers bien affûtés, prévoir une petite passe de finition et éventuellement essayer d'incliner un peu le morceau au moment du rabotage. Ou alors carrément utiliser une calibreuse où il n'y a pas de fer, mais un rouleau ponceur. Ici du coup, pas de problème non plus pour le bois de boue. Au rabot à main, c'est un peu les mêmes conseils que sur la raboteuse mécanique. Bon affûtage, faible sortie du fer, lumière étroite, éventuellement inclinaison du rabot là au milieu, et on peut en plus travailler depuis les 2 côtés. Et s'il y a carrément un nœud, on peut essayer de tout petits coups un peu dans tous les sens. Alors avant de laisser tomber nos pailles qui n'expliquent pas les différents dessins que l'on peut retrouver sur le bois, j'aimerais parler du collage parce que notre modèle explique bien pourquoi du bois de boue ne va pas pouvoir coller sur du bois de fil. En effet, la colle va avoir tendance à remonter dans les fibres par capillarité et la colle qui restera n'aura pas beaucoup de surface sur laquelle s'appuyer. Par contre, bois de fil contre bois de fil, les pailles se déforment un peu et offrent une bonne surface de contact. Ceci dit, si les fibres sont à 90 degrés les unes des autres, ça ira aussi à condition que les largeurs ne soient pas trop élevées. Parce qu'il peut y avoir des déformations, mais pour comprendre pourquoi, on va devoir laisser nos pailles pour changer de modèle. On va donc dézoomer un peu et considérer l'organisation du bois sur une plus grande échelle.
c'est là qu'on va voir apparaître les cernes du bois. On a des couches successives, un peu comme si on avait des tuyaux concentriques. Bien sûr, ces tuyaux sont un peu bosselés puisque le tronc n'est pas tout à fait droit et en plus, ils peuvent être plutôt coniques si l'arbre a poussé en futée et dû batailler pour de la lumière et donc pousser rapidement vers le haut. Par contre, sur un arbre isolé, le tronc sera moins haut et quasiment aussi épais en haut qu'en bas. On peut imaginer que nos tuyaux sont eux-mêmes constitués des fibres de tout à l'heure. Les fibres fabriquées au printemps sont gorgées de sève et donc assez larges, alors que celles fabriquées en été sont plus resserrées. Au final, on a des tuyaux plus gros, plus souples et moins résistants au printemps, et des tuyaux plus étroits, plus sombres et plus résistants en été. Enfin, en général. Bien sûr, c'est valable seulement dans les régions tempérées, et là où il n'y a pas de saison, on ne peut pas déterminer l'âge de l'arbre en comptant l'alternance des cernes. Si on prend une coupe de l'arbre pour regarder tous ces tuyaux encastrés les uns dans les autres, on peut même déterminer des groupes de tuyaux et ainsi trouver l'écorce, le libère qui apporte la sève élaborée et donc la nourriture depuis les feuilles, le cambium qui fabrique les nouvelles fibres, l'aubier qui transporte aussi pas mal de trucs et qui se transforme doucement en duramen ou bois parfait que l'on utilise en menuiserie, et enfin le cœur. Qu'est-ce qu'on garde là-dedans ? L'écorce tombe déjà souvent toute seule, donc on vire. Ensuite le libère et le cambium c'est tout fin et ça vient souvent avec. Après, on a l'aubier, et là, ça varie en fonction des essences du bois. Sur du chêne, c'est tout mou, et parfois piqué par des bêtes, donc on l'enlève. Mais sur d'autres essences, la consistance est acceptable, et on le garde. Surtout que ça peut faire de jolis contrastes. Par contre, il faut garder à l'esprit que cette partie aura peut-être des propriétés physico-chimiques différentes du bois d'à côté, et que les finitions ne seront peut-être pas absorbées de la même façon. Enfin, on a le cœur qui peut être dur ou mou et que l'on élimine suivant les cas. Au final, on garde la partie bois parfait, et avant, il va falloir débiter le tronc en planche. Il y a plein de façons de faire ça, mais de nos jours, il en reste majoritairement plus que deux. Soit on déroule le tronc comme un rouleau d'essuie-tout pour faire du plaquage, soit on en fait des tranches. Non, pas dans ce sens-là. Suivant la tranche, les tuyaux, les cernes ne sont pas orientés pareil et les propriétés sont bien sûr différentes. Sur le dessus, on a la DOS qui va donner des planches avec de beaux dessins dû au fait que l'on coupe les tuyaux coniques à peu près longitudinalement. Ensuite, on a le faux quartier où les cernes sont à 45 degrés sur toutes les faces et ça permet par exemple de faire des pieds de meubles avec toutes les faces identiques. Et enfin le quartier, bien stable, qui donne un fil bien droit et régulier. Dit comme ça semble facile de choisir ses planches en fonction de l'esthétique recherchée. Et c'est quand même bien ce qu'on fait souvent. Mais on essaye aussi de choisir en fonction des déformations prévisibles, parce que oui, le bois travaille en fonction de l'hygrométrie. En effet, nos tuyaux concentriques sont constitués des fibres dont on parlait tout à l'heure. Elles vont gonfler en se gorgeant d'eau et rétrécir en séchant. En gros, c'est comme une éponge plus ou moins déformable. Lorsque l'humidité ambiante change, le bois absorbe ou rejette de l'eau et gonfle ou se rétracte, mais les déformations ne sont pas égales dans tous les sens. Dans le sens longitudinal, ça ne change quasiment pas de longueur. Dans le sens radial, ça varie déjà plus, et dans le sens tangentiel, 2 fois plus que dans le sens radial. Du coup, sur un morceau avec les cernes comme ça, dont on dit qu'il est coupé sur d'os, la partie du dessus va se rétracter plus que la partie du dessous, et ça va tuiler en séchant dans ce sens-là. Là, on parle plutôt du séchage, mais un morceau sec et rectangulaire qui gagne de l'humidité, ça va tuiler dans l'autre sens. Si par contre on est sur quartier, ça ne bouge quasiment pas. En fait, le dessin exagère un petit peu les choses pour que ce soit bien visible. Donc plus généralement, il suffit de regarder l'extrémité d'une planche pour essayer de prédire un peu son évolution. Par contre, c'est bien aussi de regarder le deuxième côté, et si c'est radicalement différent du premier, attendez-vous à des petites surprises. En fait, dès que l'hygrométrie du meuble diffère de celle de l'air ambiant, les déformations commencent et ne s'arrêtent qu'à l'équilibre. Il faut donc utiliser du bois sec et autoriser son meuble à travailler car les échanges ne s'arrêtent jamais, même si l'arbre a été abattu il y a très longtemps. On peut les ralentir avec des couches de finition, mais jamais les supprimer totalement.
Alors le modèle des tuyaux coniques encastrés explique pas mal de dessins, mais il n'explique pas ceci. On appelle ça la maille et c'est dû à des cellules en forme de ruban qui partent du centre de l'arbre vers l'extérieur. Il n'y en a que sur les feuillus et suivant l'essence et la disposition de la planche dans le tronc, ils vont être plus ou moins visibles. Ici, la planche est coupée sur quartier et on voit bien ces rayons médulaires qui partent du centre pour aller vers l'extérieur. Et forcément, sur la face, on a une belle maille. Par contre, sur le côté, on a juste l'extrémité des rubans qui est coupée et qui fait des petits traits, et le dessin est un petit peu plus monotone. Bien sûr, suivant les essences, le dessin de la maille n'est pas le même. Ici, on a du platane, là, du hêtre, et sur du sapin, il n'y en a pas puisque c'est un résineux. Bon, rassurez-vous, on arrive au bout de la modélisation, mais il faut encore parler d'une petite chose. Vous savez que les arbres ne poussent pas en laboratoire. Il y en a qui sont sur des terrains en pente, d'autres qui ont une face plus éclairée que l'autre, il y en a qui reçoivent du vent, etc. Du coup, l'arbre qui essaye de se frayer un chemin vers la lumière en restant si possible assez droit, doit compenser certaines forces pour s'équilibrer. Comme il ne peut pas se poser de tuteur, il se débrouille en faisant du bois de réaction. Il y a deux possibilités pour redresser un tronc qui penche. Soit on tire de ce côté-là et c'est la technique des feuillus, soit on pousse de ce côté-là et c'est la technique des résineux. Dans les deux cas, ça va créer des tensions dans le bois et lorsqu'on coupe à travers, on va relâcher une partie de ces tensions et le bois se tord ou se vrille. Le processus est plus ou moins rapide, mais ça peut être dangereux si le bois se referme sur la lame de scie circulaire par exemple. C'est pour ça qu'il faut toujours un couteau diviseur. Il arrive qu'on ne puisse plus faire avancer la planche tellement le bois est nerveux et serre à ce niveau-là, mais au moins la lame peut continuer de tourner sans nous envoyer le bois à la figure et on peut arrêter la machine et décoincer le tout. Alors j'ai essayé d'illustrer la théorie avec des exemples par-ci par-là, mais on va maintenant se pencher sur les applications concrètes de tout ce qu'on a appris. Tout d'abord, vous l'aurez compris, utilisez du bois sec et dans la mesure du possible, laissez le bois s'acclimater à la pièce dans laquelle le meuble sera. Laissez une petite marge lors du délignage et corroyez en 2 fois avec un intervalle d'1 ou 2 jours pour que les tensions internes aient le temps de s'équilibrer. De même, si on a plusieurs petites pièces, il vaut mieux les corroyer séparément plutôt que de prévoir une planche qui se rassied au dernier moment. Faites vos assemblages sur une période courte pour ne pas avoir de différence d'humidité entre le jour des tenons et le jour des mortaises. Ne pensez pas la ligne de colle des panneaux avant d'avoir bien laissé l'eau contenue dans la colle s'évaporer. Celle-ci fait gonfler les fibres le long du joint et il lui faut bien 24 heures pour partir du panneau, soit bien plus de temps que le temps de séchage de la colle. Ne collez évidemment pas les panneaux dans les rainures pour qu'ils puissent travailler. N'entourez pas non plus un plateau de bois massif avec une alaise. Il faut du jeu ou alors que le panneau soit inerte en contreplaqué ou en médium avec un plaquage de chaque côté. Évitez de visser dans du bois debout. La vis coupe les fibres ou ne fait que les écarter et ça ne tient pas. Si vous n'avez pas le choix, insérez un tourillon. Faites des avant-trous, surtout lorsque vous êtes près des extrémités pour ne pas que ça fende. Rappelez-vous, la lignine ne colle pas bien. Et privilégiez les vis à tête plate plutôt que les vis à tête fraisée qui vont écarter les fibres. Votre assistant a été un peu rude et votre bois est marqué? Eh bien, si les fibres ne sont pas sectionnées, c'est pas grave du tout. En appliquant un petit pansement constitué d'un tissu imprégné d'eau, cette dernière va faire regonfler les fibres et redresser la partie enfoncée. Par contre, attendez bien que ça sèche avant d'envisager un éventuel ponçage. Pour accélérer le processus, on peut utiliser un fer à repasser, mais faut pas se faire choper quoi. Enfin, finissez vos planches de la même façon de chaque côté, de manière à ce que le bois échange avec le milieu extérieur à la même vitesse de chaque côté. Alors évidemment, la structure réelle du bois est bien plus complexe que les modèles que j'ai présentés. Il y a par exemple des cellules dites de parenchyme qui donnent la couleur au bois en fonction de paramètres encore mal connus. D'ailleurs, attention, cette couleur peut changer avec le temps. Et puis, s'il y a bien des cellules qui partent des racines pour monter jusqu'aux feuilles dans les feuillus, il y a aussi des pailles plus compliquées qui sont obturées par des valves, d'autres cellules qui ne font pas toute la longueur du tronc, et dans les résineux, c'est encore plus éloigné du modèle de paille, puisque les tubes font 5 cm maximum, ce qui explique d'ailleurs en partie leur moindre résistance. Enfin bref, vous l'aurez compris, le domaine est très intéressant et on pourrait y passer des heures, mais j'espère que cette petite introduction vous suffira pour mieux comprendre les morceaux de bois. À bientôt sur Copains des Copeaux.
Allez, pour terminer, deux petites idées un petit peu fausses sur le bois. D'abord, ça flotte pas toujours. Il y en a qui sont tellement denses qu'ils coulent. Et puis, si vous faites une marque sur un arbre ou que vous fixez une balançoire ou une branche, ça va pas s'élever avec le temps. Un arbre, ça pousse du côté des feuilles. C'est pas un ver de terre qui sort du sol.